Ça aura peut-être besoin après. Bon, eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, pour cette petite rencontre avec Catherine Ferrier, dessinatrice, illustratrice et co-scénariste de la série Hôtel étrange, et aussi qui transmet les recettes de sa grand-mère en même temps dans l'album. Ouais. Merci. Merci. Et Florian qui m'apporte le café, Ferrier, scénariste de la série. Donc, tous les deux, vous avez créé cette série il y a quelques années par, vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette histoire d'Hôtel étrange. Alors d'abord, pourquoi ça s'appelle Hôtel étrange et après, tu m'expliqueras avec vas-y, commence. Bonjour. Pourquoi Hôtel étrange? Je sais pas trop, c'est venu comme ça. En fait, c'est un mini-roman que j'ai écrit quelque part en 2009, quelque chose comme ça, voilà. Et avec Catherine, en fait, on voulait en faire une bibliothèque rose au départ, parce que j'ai toujours aimé cette collection. On a relancé la collection de la bibliothèque rose. Très modeste. Voilà. Et chez Hachette, quand j'ai été les voir, je connaissais quelqu'un qui s'occupait de la bibliothèque rose, qui m'a dit: mais mon pauvre ami, on ne fait plus de projets originaux à la bibliothèque rose depuis très longtemps. On fait des licences, c'est-à-dire on fait Totally Spies, on fait Titeuf en mini-roman et tout ça. En fait, on prend les scénarios des séries télévisées, puis on les réécrit pour faire des petits romans. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, si on ne peut pas faire de bibliothèque rose, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et comme on ne voulait pas abandonner le projet, on s'est dit, ben, on va faire une bande dessinée. Et voilà, c'est comme ça que Hôtel étrange a démarré, quoi. Voilà. Moi, je suis, à l'origine, je suis illustratrice de livres pour enfants. J'ai fait ça pendant des années. Et j'avais envie de passer à autre chose, de travailler sur un projet à moi, de l'histoire au dessin. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion quand Florian m'a présenté son histoire et ce petit roman pour dire si on le transformait en bande dessinée. Donc c'était d'abord un premier tome, et puis après, au fur et à mesure, comme on a des idées tout le temps, c'est en train de devenir une série. Donc vous en êtes actuellement à 4 tomes. Voilà, on est en train de faire le 5e. Oui, vous êtes en train de faire ça. Mais toi, tu ne m'avez toujours pas dit pourquoi ça s'appelle Hôtel étrange. Parce que les personnages, c'est bien de... Moi, je me souviens que Florian cherchait un titre très simple et facile à dire à la fois en français et en anglais. Je me souviens que c'était et que Strange Hotel, c'était aussi... Oui, je ne sais même pas si on traduirait comme ça. Mais... Non, en plus, je ne sais pas, mais en tout cas, comme c'est l'histoire d'une petite pension de famille, voilà. Enfin, les titres, c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre. Je me souviens plus. On a dû en écrire des dizaines, comme ça, et puis on a choisi celui-là, et bien sûr avec l'éditeur, parce que l'éditeur a aussi son mot à dire. Et je pense que parmi tous les titres qu'on lui a présentés, c'est celui-là qui a dû retenir son attention. Voilà. Donc cet hôtel étrange et ces personnages, ils viennent vraiment d'une envie de faire quelque chose, une bande dessinée qui ne s'adresse pas forcément à un public classique de la bande dessinée qui est amateur de séries genre Tintin et tout ça, mais plutôt un public qui est encore un peu plus jeune, qui est quand même vraiment un débutant de lecture et qui est du passage du livre jeunesse pour lui faire à travers la bande dessinée essayer de raconter quelque chose qui vous concerne. Je crois que c'est vraiment une envie qui vous tenait à cœur et c'est vraiment un projet que vous avez mûri tous les deux et vraiment construit tous les deux ensemble. Il y a le dessin de Catherine, comme elle vient vraiment d'illustration jeunesse qui est vraiment pour les enfants, qui est assez riche, avec beaucoup de détails, beaucoup de petites choses rigolotes planquées dans les cases tout le temps, etc. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on dit toujours avec Catherine, il y a plusieurs façons de regarder les enfants, c'est soit on baisse la tête, soit on fléchit les jambes, quoi. Nous, on voulait vraiment fléchir les jambes, c'est-à-dire se faire quelque chose qu'on appelle, nous, à hauteur d'enfant, c'est-à-dire... redescendre du statut d'adulte pour les regarder comme eux voient le monde, c'est-à-dire avec un mètre de moins, quoi, en hauteur. Ça change énormément le point de vue quand on se baisse, quoi. Voilà. Et nous, l'idée, c'était vraiment de faire ça, quoi. C'est une bande dessinée qui est effectivement, je pense, quelque part une sorte de chaînon manquant entre le livre jeunesse et la bande dessinée. Parce qu'on utilise, même si c'est sous forme de cases, on utilise peu, parce que ça s'adresse vraiment pour nous à l'école primaire, hein. Donc on n'est pas très à l'aise avec le flashback, on n'est pas très à l'aise avec les ellipses à cet âge-là, et tout ça, c'est des mécaniques de récit
qu'on comprend quand on est adulte, c'est pas forcément des choses qu'on comprend bien quand on est plus petit. Et donc on essaye de faire des récits qui soient relativement linéaires, sans que ce soit un gros mot, mais où vraiment chaque chose est suffisamment expliquée pour qu'elle soit comprise et intégrée pour pouvoir aller au bout de l'histoire sans avoir l'impression qu'on a raté quelque chose à un moment, quoi. Voilà, comme le choix de faire, même si c'est une série, de faire une histoire qui se termine à chaque fois. On peut lire les albums indépendamment les uns des autres, et à chaque fois en page de garde, on a vraiment essayé de réfléchir à un maximum de choses, comme une présentation assez classique dans la page de garde, où on présente chacun des personnages qu'on va retrouver dans l'histoire et avec leur nom. Alors ça, j'y tenais, ouais, c'est l'hommage à Astérix et Obélix, hein, où on a la présentation des persos en intro. Ça me paraît pas si bête que ça, et même très, très nécessaire, quoi, pour rentrer tout de suite dans le sujet, c'est-à-dire voilà, ça c'est les personnages principaux, voilà leur nom, et après on va vous raconter une histoire, quoi. C'est voilà, si Goscinny l'a fait, ça peut pas être mauvais, hein. Donc, à propos de ces personnages, là, on a affiché la couverture du premier album, on les voit, tous ces personnages, ils sont là, donc vous allez nous les présenter finalement, peut-être un peu, Catherine, non? Donc, si on parle de celle-ci, c'est Marietta. Ouais, c'est le principe des couvertures, surtout. C'est-à-dire qu'il y a toujours les 5 personnages sur la couverture, même si c'est pas un moment de l'histoire. C'est rarement d'ailleurs un moment de l'histoire, mais voilà, à chaque fois, on présente pas ce qu'il va y avoir dans l'histoire, mais on présente toujours les 5 personnages dans une situation. Donc, si on peut développer un peu les personnages, donc on va commencer par Marietta. Voilà, on va commencer par Marietta, qui est un peu, comment dire, on peut dire le chef de file de la famille. Ouais. C'est l'aîné, c'est le chef de file, c'est qui? C'est un peu l'âme de la grande sœur, un peu le côté maternel, on va dire, de la petite bande, l'élément féminin, le plus féminin, de celle qui résout pas mal de solutions et de problèmes. Et qui aime ça en plus et qui se trouve bien et à l'aise là-dedans en fait. Elle est à l'aise là-dedans, ouais. Ouais. Alors, mais on veut préciser quand même qu'on a pris le parti de faire des histoires parce que c'est vraiment un univers imaginaire avec des petits personnages imaginaires dans lesquels il n'y a pas d'adultes. Voilà. Oui, on voit bien, ouais. Bah, voilà. Enfin, peut-être un peu le personnage là, comment c'est celui que... Monsieur Leclerc, mais en fait, il peut avoir une apparence adulte, mais ça reste un grand enfant, quoi. Ça reste une espèce de professeur tournesol, comte de Champignac. Non, c'est quelqu'un qui peut être de très mauvaise foi, qui supporte pas d'avoir tort, etc. Donc comme tous les personnages, ils ont une facette adulte et une facette enfant. Aucun n'est le véritable héros de l'histoire. C'est ensemble qui sont forts. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire ils ont des qualités, chacun a des défauts. Il n'y a pas dans Hôtel étrange de méchants. Ça n'existe pas. Je ne crois pas au concept de méchanceté comme ça, comme chez Walt Disney par exemple, où il y a un méchant et il est méchant parce que. Voilà, bon. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on mettait le capitaine Crochet chez le psychanalyste, il aurait certainement vachement de trucs à raconter en vrai, quoi. Sur son enfance et tout ça. Donc on ne n'est pas méchant, on n'est pas méchant, et il n'y a pas de méchant dans Hôtel étrange. C'est plus compliqué entre guillemets que ça. C'est vraiment d'inspiration des illustrateurs et des auteurs scandinaves, c'est-à-dire que chacun a des qualités et des défauts, il faut vivre avec. Soi-même et puis les autres aussi, quoi, doivent vivre avec vos défauts et vos qualités, quoi. Et c'est cet ensemble qui fait que ça crée une forme d'harmonie, si tant est qu'on arrive, voilà, à accepter les défauts des autres, quoi. Oui, c'est comme au sein d'une famille en fait, avec une fratrie et puis voilà, chacun a ses envies, est obligé de composer avec les autres et le caractère des autres. Voilà. Oui, c'est un peu les enfants sauvages de Peter Pan, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas d'adultes, mais on peut avoir des comportements adultes par moment ou pas, ou des comportements très enfantins, ça dépend des situations rencontrées, quoi. Donc on a vu Célestin, on a vu Marietta, on va voir ce Kaki. Alors Kaki, il a une forme particulière, c'est un personnage complètement imaginaire, il a un côté assez extraordinaire, quoi. Notre éditeur dit, quand il le vend, c'est un gant de toilette, donc ça ressemble à ça. Alors, ce qui est assez étonnant d'ailleurs avec Kaki, c'est qu'on a dans nos lecteurs des enfants qui pensent que c'est une fille et des enfants qui pensent que c'est un garçon, donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que qu'on n'a pas trop raté notre coup. C'est vraiment un personnage très asexué, mais qui est je pense qu'il représente vraiment lui dans cette histoire l'enfant, quoi.
C'est-à-dire il est capricieux, il est menteur, il est égoïste, enfin bon, il a vraiment énormément de tu fais une description des enfants super. défauts. Non mais il a ce côté très entier, quoi. C'est un troublion. Voilà, il n'est pas beaucoup. Voilà, il n'est pas dans la mesure, disons. Voilà. On va passer à Célestin, alors qu'on voit avec son petit chapeau de champignon, son balai. C'est un personnage, celui-là, qui fume la pipe en plus. Bon, alors Célestin, c'est un personnage qui... Alors il est toujours avec eux, mais il ne vit pas avec eux. Célestin, c'est un peu un personnage qui aime sa tranquillité, qui aime la solitude, donc il vit dans une maison pas très loin de l'hôtel, mais suffisamment loin quand même, quoi, pour pas qu'on lui casse les pieds tout le temps. C'est un personnage qui, même s'il aime beaucoup les autres, a besoin de sa part de solitude et de tranquillité, quoi. Voilà. Et le cinquième personnage, Snarf, le fantôme, personnage aussi assez extraordinaire. Oui, c'est un personnage très délicat et peu bavard. C'est le fantôme du registre, donc c'est plus qu'un fantôme, c'est l'âme, c'est vraiment l'âme de l'hôtel, quoi, enfin de la pension. Il connaît tout le monde, il connaît tous les clients par cœur, par leur prénom. C'est un personnage, voilà, assez, comme je disais, assez délicat, très bien élevé. Il n'a jamais un mot au-dessus de l'autre. C'est un peu le point d'équilibre. Il parle très peu et c'est jamais pour ne rien dire, quoi. Voilà. Donc, et toute cette petite famille va vivre des aventures. Donc la première l'histoire de Thomas s'appelle l'hiver au printemps. Alors le thème de l'histoire de l'hiver au printemps, c'est que l'hiver continue, quoi, dans notre petit monde, et puis tout le monde attend le printemps, et le printemps n'arrive pas. Alors que vont-ils faire? Quelle va être leur aventure et que vont-ils décider? Parce que le printemps, ils en ont besoin, parce que les choses n'avancent pas comme ils veulent, et donc ils vont partir rechercher Monsieur Hiver, ou essayer de le réveiller, ou voir ce qui se passe, quoi. En fait, le parti pris des histoires de Hôtel étrange, c'est qu'on part de thèmes qui nous tiennent à cœur, qui sont un peu sérieux, on va dire. À chaque fois, on parle... là, on a parlé du climat. On a envie de parler du climat et des dérèglements un peu qu'il y avait en ce moment autour de nous. Et là, c'est pour ça qu'on est parti sur cette histoire avec le printemps qui n'était toujours pas là. Tout le monde était sous la neige. Donc plus rien à manger, et c'était un peu catastrophique pour tout le monde, et il a fallu partir à la recherche de Monsieur Hiver. Non, vas-y, raconte, c'est toi le scénariste, parce que là je suis... Non, l'idée c'était de faire une aventure aussi sur l'inconnu, quoi. C'est-à-dire d'essayer de montrer que c'est pas forcément parce qu'on connaît pas quelque chose qu'il faut en avoir peur, quoi. Donc normalement, enfin dans Hôtel étrange tel que nous on l'avait imaginé, les personnages dorment l'hiver. Donc en fait, l'hiver, c'est une saison qu'ils ne connaissent pas. Normalement, la neige, ils ne la voient pas. Ils s'endorment avant et ils se réveillent quand c'est fini. Là, ils sont effectivement réveillés donc, pendant l'hiver. Et donc, puisque le printemps n'est pas arrivé, donc ils vont partir à la recherche du printemps, qui est un personnage et pas seulement une saison. Et pour ce faire, ils vont devoir donc affronter l'hiver, qui est une saison qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà. Donc... il peut y avoir, l'hiver, on peut découvrir des choses inquiétantes, puisque souvent les créatures de l'hiver sont des créatures un peu tristes, parce que l'hiver n'est pas une saison très très gaie, quoi. Voilà. Ça, c'est la première aventure. D'accord. Je sais pas, tu cherches... On cherche une image de... tu l'avais... Ouais, celle-là n'a jamais été utilisée, mais ça faisait partie des planches. Voilà, des planches de cette histoire. Donc, ils vont partir à la recherche de Monsieur Hiver de Monsieur Printemps. Monsieur Printemps qui est resté endormi. Alors pourquoi est-il resté endormi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est juste une feignasse, quoi. On va pas raconter toute l'histoire. Oui, en fait, le principe de l'histoire, c'est que Monsieur Printemps est déjà là, simplement, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi à la cave. Et eux, donc, alors si tu racontes tout... donc ils partent à l'aventure pendant l'hiver, à la recherche de Monsieur Printemps, où ils pensent que c'est Monsieur Hiver, en fait, qu'il le tient, entre guillemets, prisonnier. Ça, c'est évidemment le côté alarmiste, toujours, de Monsieur Leclerc, qui pense toujours qu'il se passe des trucs incroyables. Voilà, donc ils se lancent à la poursuite du personnage et ils découvrent l'hiver. Alors voilà, Kaki découvre le ski,
qu'au début, évidemment, il marche avec ses skis jusqu'à ce qu'on lui explique que ça c'est censé glisser, quoi. Et du coup, évidemment, voilà, à partir de là, il va trouver que c'est déjà un peu plus marrant l'hiver, parce que marcher avec des skis, c'est super compliqué, quoi. Et donc il y a plein d'anecdotes comme ça qui s'enchaînent. Où ils vont découvrir plein de choses sur eux, sur les autres personnages. Ils vont apprendre comme un groupe à vivre ensemble et puis à découvrir. Voilà, c'est ça, oui. Donc, alors toi, Catherine, dans chaque album, tu as un principe, c'est que tu mets une recette de cuisine. Si on peut appeler ça un principe, un petit clin d'œil, on va dire. Un petit clin d'œil, voilà. Donc tu mets à chaque album une recette de cuisine. Là, ça s'appelle les visites en ville, c'est les petits gâteaux qu'on offre aux visiteurs qui viennent à l'hôtel étrange. Et en fait, c'était un clin d'œil à ma famille qui est très gourmande et les recettes de ma grand-mère, en fait, qui sont faciles à faire pour les enfants et pour les parents si on a envie. Voilà. Donc, bande dessinée, album qui peut aussi servir à animer des goûters ou des choses comme ça. Qui peut, oui. Qui peut servir ça. Donc, donc, dans votre travail de collaboration, donc, quand vous faites un album, vous en discutez, ou c'est un travail de, comment dire, collaboration. Et puis vous en discutez complètement, et puis après chacun prend sa partie, mais au début, c'est vraiment une envie de faire une histoire à deux, et vous en discutez, vous êtes complètement d'accord sur l'histoire que vous voulez faire, quoi. Au départ, on se met d'accord sur un thème qu'on a envie de traiter, en fait. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai des idées, je les balance sur la table à Catherine et on décide. Voilà. Par exemple, dans le tome 2, c'est l'argent, dans le tome 3, c'est le pouvoir, dans le tome 4, c'est l'autorité et les interdits. Voilà, dans le tome 5, ce sera la propriété. C'est quoi la propriété? Pourquoi quelqu'un dit ça c'est à moi, c'est chez moi? Voilà, enfin, à chaque fois, on a un thème de fond comme ça qu'on aborde d'un point de vue à la fois philosophique et à la fois humoristique, évidemment. Il faut arriver à dédramatiser la chose, mais voilà, le principe c'est d'avoir vraiment un thème de fond qu'on traite ensuite au travers d'une histoire et au travers de personnages, quoi. D'accord, et ce thème qui est un thème qui peut se traiter à tous les niveaux, vous le traitez au niveau des enfants pour justement comment dédramatiser tout ça et donner quelques explications. Et après, dans les choix, comment dire, que vous faites, alors quel est le rôle de chacun après, une fois que vous avez décidé, chacun, Catherine qui est plus sur le dessin, l'illustration, vous faites comment dire, un pré-découpage? Alors en fait, une fois qu'on a trouvé un thème et qu'on se met d'accord sur une histoire, Florian écrit 2 ou 3 pages de ce qu'on appelle un synopsis, qui est tout le déroulé de l'histoire. Il me le montre pour savoir si je suis d'accord et si c'est ça que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est assez chouette parce que ça veut dire qu'il m'écrit des histoires sur mesure. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, il faut faire ce qu'on appelle le découpage. Donc vous pourrez voir un petit peu parce qu'il y a une expo là-bas avec des panneaux sur lesquels on explique un peu la façon dont on travaille. Et donc tout ce qui est la partie découpage, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans chaque case, c'est le travail de Florian. Voilà, avec la mise en place des dialogues. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et ben moi je me lance dans l'exécution du crayonné, puis de l'ancrage et de la couleur. Voilà, c'est vraiment un travail en duo. Le premier travail, c'est ça, c'est de répartir en fait l'histoire sur un nombre de pages. Parce qu'en bande dessinée, on a un nombre de pages imposé. Sur Hôtel Étrange, c'est 38. Donc quand je dis, par exemple, je sais pas, les personnages mettent des skis et apprennent à skier, est-ce que ça prend 2 cases, est-ce que ça prend 1 page, est-ce que ça prend 3 pages? Ça, c'est à nous de le décider pour que l'album soit équilibré et qu'en même temps, chaque étape soit bien comprise par les lecteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire essayer de créer un équilibre, une harmonie dans l'intégralité de l'album. Florian, on peut expliquer un peu le découpage, par exemple, sur cette planche? Donc le fait de mettre une grande case en haut, une bande avec 4 cases et puis 3 cases en bas. Ça par exemple, c'est pour montrer le temps qui passe par rapport à la planche précédente. C'est une case muette où on profite un peu du paysage, où on voit déjà Kaki, lui, il fait derrière, voilà, il fait la tête, il râle parce qu'il essaye de marcher avec ses trucs, il n'y arrive évidemment pas. Voilà. Bon, ensuite on voit Marietta qui regarde la glace, les pics et tout ça, donc un peu étonné parce qu'ils connaissent pas le truc, et après voilà, on repasse à Kaki, voilà, le ski c'est nul, parce qu'il adore dire toujours tout est nul, avant de découvrir que c'est bien, il commence par dire c'est nul. Voilà, je connais plein d'enfants qui commencent par ça. Parce qu'il n'y arrive pas. Plein d'adultes. Oui, de dire c'est nul avant même d'avoir essayé, ça c'est normal, c'est rigolo.
Oui, parce Voilà, que dans la et- page suivante, il trouve ça très rigolo. Ben voilà, évidemment, après il trouve ça sympa. Ben, on voit déjà dans la dernière case, quand le solitaire lui dit tu devrais essayer dans une pente, il paraît que c'est voilà, il paraît que c'est amusant, et là, ok, il commence à piger voilà, ce qu'il va pouvoir en faire de ses skis, évidemment, des bêtises, puisque le principe de Kaki, c'est de systématiquement détourner tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on lui montre pour en faire quelque chose à sa sauce, quoi. Voilà.